La persistance d'un niveau élevé de la menace terroriste exige le maintien d'une forte vigilance vis-à-vis des lieux à caractère religieux, a déclaré Gérald Darmanin vendredi dernier au sujet des fêtes du 15 août partout en France. Les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés et devront se montrer dissuasifs et visibles, ajoute-t-il, en raison de la persistance du risque terroriste. Et la tentative d'assassinat de Salman Rushdie vendredi nous le confirme, la menace islamiste est toujours présente. Que pensez-vous de cette menace qui plane sur notre territoire ? Vous sentez-vous toujours protégé en cas d'attaque terroriste sur le sol français? C'est la question que l'on vous pose ce matin. Et je crois que ça réagit pas mal sur nos réseaux. Oui, on lira justement vos réponses dans un instant. Mais d'abord, accueillons nos invités. Vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez être à l'antenne de Sud Radio pour donner votre avis justement avec nos invités. On accueille Alexandre Meyer, rédacteur en chef du magazine L'Invisible. Bonjour, monsieur Meyer. Bonjour. Bonjour monsieur Alexandre Meyer, bonjour aussi Eric Denessé qui est également avec nous, directeur du Centre de recherche sur le renseignement, politologue également. Eric Denessé, on vous donne la parole dans un instant, mais j'aimerais commencer tout d'abord avec Alexandre Meyer. Déjà, dans quel état d'esprit sont les fidèles et clergés catholiques dans son ensemble après cette actualité particulière qu'on a vécue ces derniers jours? Non seulement l'attaque contre Salman Rushdie, Marilyn en parlait, mais aussi cette demande du ministre de l'Intérieur au préfet de renforcer la surveillance des lieux de culte. C'est un climat plutôt anxiogène, d'inquiétude. Écoutez, on pourrait ajouter aussi l'incendie dramatique au Caire qui a coûté la vie à 41 fidèles il y a seulement 2 jours. Bien sûr que c'est un climat qui est très préoccupant. Alors là, pas de cause criminelle en l'occurrence pour ce qui est de... Non, pas de cause criminelle, mais j'allais dire une fois n'est pas coutume, parce qu'en Égypte, on a pourtant été habitué ces dernières années à un attentat d'ampleur à peu près chaque année lors de grandes fêtes religieuses chrétiennes. Donc, hélas, ça ne rendra pas la vie aux malheureuses victimes, mais c'est une piètre consolation, vous me l'accorderez. Je pense que les catholiques abordent cette fête du 15 août de l'Assomption de la Vierge Marie d'abord dans un climat de confiance, puisque on fête aujourd'hui la mémoire de l'ascension au ciel de la Vierge Marie. Quelle plus belle espérance pouvons-nous avoir que d'entrer un jour tous ensemble dans la paix du Seigneur, dans la lumière de sa grâce, si vous voulez. Voilà, c'est le cœur de notre foi qui s'exprime aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La seconde, hélas, c'est que nous sommes tous faits de chair et de sang, et l'on ne voudrait pas voir sa dernière heure arriver plus vite que prévu. Donc on va vraiment croiser les doigts et prier très fort pour qu'il ne se passe rien de fâcheux aujourd'hui. Mais on arrive dans un contexte de mois, et tous les mois passés ont vu une recrudescence du nombre d'agressions de fidèles catholiques, qu'il s'agisse des processions à Paris à la mémoire des morts de la Commune, qu'il s'agisse des dégradations dans les églises qui sont de plus en plus fréquentes, de profanation, donc d'attaques en haine de la foi, profanation du Saint-Sacrement, profanation des tabernacles, des statues brisées au sol, etc., des églises taguées par des antifas notamment. Donc vous voyez le niveau de bêtise auquel on est aujourd'hui confronté, et hélas, cette bêtise peut devenir sanglante. On le voit avec l'affaire Salman Rushdie. Je ne crois pas que son assassin soit quelqu'un de très brillant. Et hélas, il a voulu répondre à la fatwa qui avait été posée par l'ayatollah Khomeini. C'est très grave. J'espère qu'on sera préunis. Et puis, manifestement, on sera bien protégés. Donc, on le verra, puisque son procès est prévu pour la fin août, en l'occurrence. On verra ça, Alexandre Meyer. En tout cas, vous aviez publié un article dans Causeur récemment où vous pointez du doigt le fait que la moitié des crimes et délits antireligieux chaque année en France étaient des actes antichrétiens qui ont lieu, vous le disiez, dans une forme d'indifférence médiatique. Ça veut dire, selon vous, que cette indifférence, elle favorise d'une certaine manière une forme de sentiment d'impunité ? Bien sûr. Je ne dis pas qu'elle favorise le passage à l'acte. Vous doutez bien que nos pouvoirs publics ne sont pas complices. Mais ce sont les 2 tiers, si ce n'est les 3 quarts de ces actes anti-religieux qui visent des chrétiens aujourd'hui. Sur une terre comme la France, fille aînée de l'Église, c'est extrêmement préoccupant. Surtout quand on sait, les chrétiens ne sont pas une secte. Ils prient d'abord pour le salut de leur âme, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi pour la paix. Ils prient pour leurs gouvernants, ils prient pour leurs frères, ils prient pour trouver la force d'aimer leurs ennemis. C'est ça le cœur de la foi chrétienne. Donc, c'est pas des boucs émissaires, c'est pas des gens dangereux. Donc, qui sont les fous
qui leur en veulent à ce point. Des gens qui veulent opérer un virage de civilisation, auquel cas il faudra qu'ils passent sur le corps de chacun des chrétiens qui restent encore en France pour parvenir à leur fin. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Alors, c'est pas malheureusement avec des mitraillettes ou avec des gilets pare-balles qu'on réussira à se prémunir de la bêtise et de la violence qui agite le cœur des hommes aujourd'hui, des fondamentalistes religieux, des islamistes, etc., ou des antifas abrutis, si vous voulez. En tout cas, donc comment faire? L'éducation avant tout, l'éducation. Je ne peux pas dire mieux. Alexandre Meyer, ouais. Effectivement, l'éducation importante. En tout cas, la sécurité aussi, comment on sécurise d'une certaine manière aussi les lieux de culte. Et j'en viens à vous, Éric Denessé, politologue, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Je disais, Gérald Darmanin, donc, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a appelé les préfets à renforcer la surveillance autour des lieux de culte catholiques pour ce 15 août, pour l'Assomption. Finalement, c'est assez classique comme rappel. Oui, c'est tout à fait classique finalement. C'est à la fois un devoir que le ministère de l'Intérieur a à l'égard de toute la population française, en particulier en cette période des chrétiens, mais c'est aussi une action politique parce qu'il faut rassurer, alors que finalement nous ne connaissons absolument pas l'état de la menace. Il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 20 ans que nous vivons dans ce climat lié au terrorisme. Donc on est dans une situation d'alerte maximale depuis très longtemps. Il n'y a pas de variation saisonnière, si je puis dire, qui soit très élevé. Alors, bien évidemment, à chaque fois qu'on va être aux alentours du 11 septembre, de la fête nationale américaine, qu'on va être vers un 15 août ou une période comme ça, gérer à la fois les communautés susceptibles d'être visées, les relais médiatiques, tout le monde se remet en branle. Mais la vraie réalité, c'est que la menace terroriste, elle n'est pas liée à l'actualité du calendrier. Elle est liée à l'activité des groupes qui opèrent au Moyen-Orient, qui ont des ramifications sur le territoire. Et puis, elle est surtout liée à des individus isolés qui, à un moment ou un autre, pour des raisons qu'on ne sait pas toujours déterminer, passent à l'action. Alors, les services le savent parce qu'il y a à la fois le suivi des groupes internationaux qui nous permet de dire est-ce que des ordres sont transmis, est-ce que des individus veulent passer à l'action. Là, c'est presque, je dirais, facile à intercepter. Et puis, il y a aussi l'activité sur les réseaux sociaux. On va regarder des évolutions de tendance. Maintenant, on ne peut pas prévoir l'action d'un déséquilibré, même si on avait 2 millions de personnes dans le contre-terrorisme. C'est bien sûr la grande inconnue quand il y a des dates un peu anniversaires ou marquantes comme celle d'aujourd'hui. Ou alors quand il y a justement cette attaque contre Salman Rushdie, est-ce que ça peut aussi galvaniser, est-ce que c'est le risque de galvaniser certains islamistes qui seraient susceptibles de passer à l'acte ? Alors, au risque de vous surprendre, je ne crois pas, parce que nous avons tendance à ne regarder que les actes terroristes qui concernent l'Occident. Ces derniers jours, et chaque jour, en réalité, le nombre d'attaques terroristes de nature islamiste dans le monde reste très important. Oui. On a vu, par exemple, ce week-end, M. Meyer le disait, l'incendie que l'on pense criminel aujourd'hui au Caire contre une église copte, mais il y a l'attentat de Jérusalem, il y a... Alors moi, je disais que c'était un climatiseur, justement, dans cette église qui avait provoqué l'incendie. Non ? Je pense que c'est probable, mais on sait systématiquement aussi que les autorités égyptiennes ont intérêt à ne pas adresser les communautés les unes contre les autres. Pour l'instant, ça semble être un climatiseur. Mais je rappelle qu'il y a l'attentat de Jérusalem où il y a eu une dizaine de blessés hier. Il y a une reprise d'attaque extrêmement violente et mortelle au Burkina Faso, au Mali, où il y a eu une vingtaine de morts. Et puis, il faut aussi rappeler, alors en lien avec Salman Rushdie peut-être, le DOJ, le ministère de la Justice américain, qui a annoncé qu'un complot avait été déjoué contre 2 anciens collaborateurs de Donald Trump, Mike Pompeo et John Bolton, lui aussi complot qui aurait été organisé par l'Iran. Donc, et là, je n'ai pris que 5 ou 6 exemples parce que les actions terroristes se multiplient toujours à Gaza, en Afghanistan, en Syrie, jusqu'au Karabakh avec l'Azerbaïdjan. Donc, ne focalisons pas trop sur un acte comme tout à fait répréhensible, bien sûr, contre Salman Rushdie, qui peut de toute façon déclencher des choses, mais il faut avoir une focale plus large parce que chaque jour, malheureusement, les attentats terroristes de cette nature sont légion un peu partout dans le monde. Et vous avez raison de le préciser, Éric Denessé. Alexandre Meyer, rédacteur en chef du magazine L'Invisible. Il y a aussi cette question qui se pose clairement dans le débat politique. Certains élus, certains politiques qui sont un peu pointés du doigt pour ne pas utiliser les bons termes, les bons mots, effectivement. Alors Emmanuel Macron lui-même qui parle d'obscurantisme et non pas de lutte contre l'islamisme par rapport à son tweet, le tweet qu'il avait écrit par rapport à Salman Rushdie. Est-ce que là, est-ce qu'il y a pas un souci, un problème justement d'utiliser tout simplement les bons termes ?
les bonnes cibles? Je n'oserais pas sonder les reins et les cœurs, encore moins ceux du président. Est-ce que c'est une forme d'euphémisation? Je n'ose le croire. Je le vois chez certains responsables politiques, on ne va pas se le cacher, puisque de toute façon, c'est une clientèle qu'ils ont essayé de séduire pendant des mois, pendant les 2 dernières campagnes politiques. Bon, parler d'obscurantisme, c'est vrai. On parle d'un obscurantisme. Vraiment au sens voltairien du terme. On parle de bêtise humaine, on parle d'ignorance crasse. Donc il a parfaitement raison, on se bat aujourd'hui contre l'obscurantisme, cette obscurantisation des cerveaux, des gens qui vivent dans le noir complet, qui comprennent plus rien, qui défendent plus la vie humaine, qui vivent dans la jalousie, la rancœur, la haine. Donc je rentrerai pas forcément dans ce débat, je dirais que chacun fait un peu ce qu'il peut et essaye de trouver les mots ou les mots que son communicant lui dicte, parce que ce matin-là, il n'est pas très en verve ou pas très inspiré. Et puis, hélas, vous voyez la répétition. Lorsque tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, pour une cathédrale qui brûle, pour celle de Nantes, celle de Paris, pour une agression, pour l'église de Villejuif, pour une dégradation, vous devez renouveler votre champ sémantique pour parler toujours de la même chose. On n'est plus à un tweet près. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des actes, c'est traiter le problème à la racine. On n'arrêtera pas les terroristes avec des gilets pare-balles, encore une fois. Éric Denessé, juste votre avis aussi là-dessus sur l'utilisation des mots qui ont un sens. Est-ce que vous partagez l'avis, pour le coup, d'Alexandre Meyer ? Oui, enfin, je le partage. Moi, je pense qu'il faut continuer à parler de terrorisme islamiste. Pourquoi bien sûr, tout terroriste est obscurantiste, donc ça ne qualifie pas son acte. Quand on a des actions de certains groupes extrémistes en Corse, on parle bien de terrorisme corse. Quand c'est le cas avec nos concitoyens d'origine basque, encore, je ne porte pas de jugement, mais la presse et les commentateurs parlent à ce moment-là de terrorisme d'origine basque, bretonne. On parle du terrorisme animaliste, donc je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de terrorisme islamiste, parce que même un acte comme la tentative d'assassinat sur Salman Rushdie est fait au nom de l'islam. Alors bien sûr, un islam radical qui n'est pas un islam des Lumières, on le voit malheureusement tous les jours, donc je crois qu'il faut appeler un chat, qu'on soit pour ou contre la cause kurde ou la cause palestinienne. Quand il y a des actes dits terroristes, on parle bien de terrorisme kurde ou palestinien, donc je ne vois pas pourquoi on prendrait des gants avec des mouvements extrémistes qui depuis plus maintenant de 3 ou 4 décennies sont très actifs dans tout le Moyen-Orient et qui agissent au nom de l'islam. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est une action que tous les musulmans revendiquent, nous sommes bien d'accord. On ne parle pas de terrorisme musulman, mais on parle bien de terrorisme islamiste. Éric Denessé, merci. Je rappelle, vous êtes politologue, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. On poursuit bien sûr les débats avec vous, Alexandre Meyer, je rappelle, rédacteur en chef du magazine L'Invisible. Et cette question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, vous sentez-vous toujours protégé en cas d'attaque terroriste sur le sol français? Pour l'instant, la réponse est nette. Vous répondez non à 91% sur Twitter. Et puis, vous nous appelez, bien sûr, si vous voulez réagir avec nos invités, un numéro 0826 300 300. On se retrouve dans un petit instant, 9h17 sur Sud Radio. À tout de suite. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h20, c'est le petit-déj de l'actu et on continue le débat autour de la menace terroriste qui reste à un niveau élevé pour l'Assomption en France. La tentative d'assassinat de Salman Rushdie vendredi nous rappelle que cette menace de terrorisme islamiste existe encore aujourd'hui et c'est la question que l'on vous pose ce matin. Vous sentez-vous toujours protégé en cas d'attaque terroriste sur le sol français? 0826 300 300 pour réagir ou nos réseaux sociaux. Et nos 2 invités pour en parler, Éric Denessé, politologue, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, et Alexandre Meyer, rédacteur en chef du magazine L'Invisible. Éric Denessé, déjà pour revenir sur l'attaque contre Salman Rushdie qui a eu lieu pendant une conférence avec cet homme du coup qui s'est levé et qui l'a poignardé à plusieurs reprises. On savait que Salman Rushdie était visé par une fatwa depuis 33 ans. Est-ce que ça aurait pu avoir lieu dans ces conditions-là en France ou est-ce que la sécurité est plus de mise dans ces conditions ? Non, oui, malheureusement, ça aurait pu avoir lieu en France. C'est quand même lié à une chose, c'est que Salman Rushdie était très fatigué de vivre en permanence avec une sécurité très forte. Il faut rappeler que les premières années, quand il venait en France, des fourgons blindés l'attendaient sur la piste à la sortie de l'aéroport et qu'il était en permanence dans les hôtels et dans tous ses déplacements, entouré de spécialistes du raid. Donc, au bout d'un moment, il y avait sur une lassitude de l'individu qui est le premier à demander un allègement de sa sécurité. Il faut aussi dire que pour les gouvernements et les États concernés, c'est
ça représente un coût. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, on a peut-être souvent tendance à baisser la vigilance. La sécurité n'est pas nécessairement mieux assurée aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est que Salman Rushdie considérait que sa liberté de déplacement et je dirais, d'expression, y compris dans les très grands médias, était plus facile aux États-Unis que sur le continent européen. C'est pour ça qu'il avait décidé de s'installer là-bas. Mais il faisait de fréquents voyages dans le monde, et notamment en Europe, où il avait de très nombreux amis. Pour avoir un peu une idée ça concerne combien de personnes à peu près, bien sûr on n'a pas d'idée exacte, mais de personnes qui sont protégées de la même façon en France face à la menace islamiste, Éric Denessé? Alors, c'est difficile à dire parce que il y a des gens qui sont protégés de manière permanente et de manière ponctuelle, mais un certain nombre de personnes qui se sont prononcées contre les questions islamistes au sens large ont bénéficient toujours d'une protection. Et il y a deux choses. D'abord, les services de contre-terrorisme et de police essaient d'évaluer en permanence la menace, est-ce qu'elle est forte ou pas. Donc là, on va mettre un effectif plus ou moins important, c'est-à-dire des gardes du corps au sens propre, c'est-à-dire des équipes en moyenne de 4 personnes qui sont toujours autour de la personne ciblée. Puis vous pouvez avoir un deuxième dispositif à la fois d'évaluation et de sécurisation plus large pour détecter avant d'entrer dans un restaurant, avant d'entrer dans le domicile privé. Donc plus la présence de policiers en uniforme devant un bâtiment. Donc tout ça prend du temps, surtout qu'il faut multiplier par 3 ce type d'effectif puisque la protection généralement a lieu 24 heures sur 24. Donc en moyenne pour un individu sous menace importante, il faut considérer qu'on est quasiment sur un effectif de 12 à 15 personnes. Voilà. Après, ça peut s'alléger avec le temps. On peut juste avoir un chauffeur ou un garde du corps, mais généralement, vous avez 3 ou 4 personnes en permanence, plus quelqu'un qui protège le bâtiment et le domicile. Avant de faire réagir Alexandre Meyer, juste d'un mot, Éric Denessé, pour savoir un petit peu comment ça se décide. Qu'est-ce qui fait qu'on va décider de proposer à telle personne une protection parce que j'imagine que des menaces, il y en a plein et qu'il faut faire un peu le tri aussi sur ces menaces-là. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est l'individu qui se sent menacé, qui reçoit des menaces de mort, qui va faire un dépôt de plainte auprès de son commissariat. Et à ce moment-là, bien sûr, quand c'est de nature terroriste, ça remonte immédiatement à la DGSI qui fait une évaluation, qui se dit effectivement, on a là quelqu'un qui peut être ciblé par un attentat terroriste. Donc, on met en place immédiatement un système de protection. Alors, ça va quand on a quelques personnes ou quelques dizaines de personnes, mais il y aurait aujourd'hui une menace diffuse contre l'ensemble des bâtiments religieux chrétiens de France. Ce serait effectivement beaucoup plus dur à protéger. Mais là, encore une fois, on change d'échelle. Ce ne sont plus des policiers qui assurent une sécurité personnelle. Ce sont des policiers municipaux, des policiers nationaux, des gendarmes et des militaires de l'opération Sentinelle qui seraient amenés à protéger les lieux de culte. Alexandre Meyer, je rappelle, rédacteur en chef du magazine L'Invisible. Est-ce que vous savez vous-même s'il y a des personnalités, notamment du clergé catholique, qui sont protégées de cette façon-là contre la menace islamiste ? Alors non, concernant le clergé catholique, je n'en ai pas la moindre idée. J'en doute, à vrai dire. Enfin, c'est possible, probablement des évêques, Monseigneur Lebrun à Rouen depuis l'affaire de l'assassinat du père Jacques Hamel, mais je peux absolument pas vous le garantir. En tout cas, justement, alors Éric Denessé parlait aussi de la question de la protection des lieux de culte. Oui. Ça, c'est un enjeu majeur, principal aujourd'hui. C'est un enjeu très important. D'ailleurs, les catholiques se sont habitués depuis de nombreuses années à toutes les grandes fêtes et lorsque la menace se réveille et que le ministère de l'Intérieur donne ses consignes, à voir des militaires de l'opération Sentinelle en armes devant les édifices de culte. Mais j'allais dire qu'on les voit, on s'y est un peu habitué, c'est rassurant et à la fois pas tant que cela parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de rester tout le temps de la messe ou de la célébration religieuse devant l'édifice. Ils assurent des patrouilles. Donc on les voit, on les salue de la main, on leur fait un sourire, on hoche la tête. On voit leurs bérets, leurs uniformes chamarrés ou les écussons. On se demande d'où ils peuvent venir. Voilà, c'est un peu anecdotique. Hélas, sentiment partagé entre sécurité d'un côté et puis inquiétude de l'autre. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Exactement, c'est qu'il y a un problème, tout à fait. Et donc, oui, on va se retourner, regarder par-dessus son épaule, regarder en direction de la porte, ne pas être tout à fait tranquille et serein. Et puis, on oublie. Et puis, on est en communauté, on prie, on chante, on pense à autre chose. Et lorsqu'on sort, on se dit, tiens, ils sont toujours là. Non, ils sont partis. Bon, c'est que la menace ne devait pas être trop sérieuse. Hélas, on sait bien que le jour où l'attaque se produira, il n'est pas évident que des soldats, sentinelles, des gendarmes, des policiers soient capables d'y faire face parce que
il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme déterminé. Rappelez-vous que l'équipe de Charlie Hebdo, la rédaction, était protégée lorsqu'elle a été attaquée par un commando extrêmement déterminé et surarmé, suréquipé. Donc, et là, il y a des choses face auxquelles on ne peut rien faire. C'est la raison pour laquelle moi, j'appelle vraiment de mes voeux à ce qu'un traitement à la racine soit enfin prodigué. Probablement que la police, les services secrets s'y emploient déjà et depuis de nombreuses années. Mais hélas, voilà, que faire? On ne peut pas vivre en permanence avec cette menace, ni mobiliser devant nos 36 000 lieux de culte français, chaque fois qu'ils sont ouverts, une personne avec un fusil. C'est pas possible. Éric Denessé, vous avez parlé tout à l'heure déjà de la question aussi du profil de ces personnes-là qui passent à l'action. Est-ce qu'ils ont toute leur tête ou pas? En fait, c'est ma question, notamment avec ce qui s'est passé il y a récemment du côté de Grenoble, avec cet homme qui a menacé les clients d'un bar avec un couteau, les accusant d'être de mauvais musulmans. On a appris que, alors c'est le procureur de la République de Grenoble qui a indiqué que l'homme avait été arrêté, qu'il était hospitalisé en psychiatrie. C'est toute la question aussi qui se pose sur le profil de ces personnes-là. Oui, alors il y a trois types d'explications et encore aucune explication n'est parfaite. Première chose, il faut rappeler que dans le monde, à peu près 75% des musulmans sont analphabètes. Donc quand on récupère des immigrés, comme on a eu le cas avec, je crois, l'un des tueurs tchétchènes ou afghans qui est arrivé en France, où ce sont des gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui apprennent le Coran, qui leur est, je dirais, récité oralement par des imams ultra-radicaux qui leur racontent, mais alors une quantité de billevesées absolument incroyable. Ces gens-là qui n'ont pas nécessairement en plus un haut niveau d'éducation et de réflexion se mettent à croire à ces racontards et malheureusement passent à l'action. Deuxième aspect, il y a effectivement l'aspect de la fragilité intellectuelle et ça... il semble que c'est aussi un trait commun d'un certain nombre d'individus qui passent à l'action, qui peuvent être d'ailleurs présents en France depuis beaucoup plus longtemps que les migrés récemment arrivés. Et puis, je veux dire, cette fragilité, elle est aussi renforcée, encore une fois, y compris dans les mosquées, dans certaines mosquées françaises, malheureusement, elles sont trop nombreuses, qui sont des mosquées radicales, dans lesquelles on fait un véritable broche de crâne à ces croyants. Et puis, il y a un dernier élément qu'il ne faut jamais non plus négliger, c'est les frustrations. Et les frustrations peuvent être des frustrations sentimentales, ça peut être des frustrations professionnelles, qui pousse à un moment donné ces individus finalement à dire que tous leurs problèmes, toutes leurs difficultés sont liées à cet environnement français, à cet environnement des chrétiens, à cet environnement des forces de police ou des voisins qui sont racistes ou islamophobes, puisque ce sentiment est largement encouragé au sein des communautés extrémistes musulmanes, et alors ça les pousse à passer à l'action. Et c'est toute la difficulté avec Denessé, même de la part pour le renseignement, quoi, justement pour savoir si telle ou telle personne va passer à l'acte, étant donné que, vous avez dit, il y a une pluralité de possibilités qui amènent à passer à l'acte. Oui, mais je crois qu'on ne le dit pas assez, encore une fois, depuis 20 ans. On a quasiment fait 99% de ce que peuvent faire les services de sécurité pour empêcher les actes. Et d'ailleurs, même s'il y a de tristes événements qui se produisent régulièrement, en proportion, c'est tout à fait infime. Ça veut dire que le système marche malgré tout. On n'arrivera jamais à réduire le risque à zéro. Je crois qu'il y a, Alexandre Meyer le disait, il faut aussi prendre des comparaisons. Comment est-ce que vit la communauté juive en France? Les systèmes de sécurité sur les synagogues, certains bâtiments publics sont extrêmement fort, de la même façon en Israël. Et puis regardons comment les Coptes en Égypte vivent eux-mêmes, parce qu'il y a une menace permanente sur eux. Et en règle générale, les chrétiens un peu partout au Moyen-Orient ont mis en place aussi des dispositifs de sécurité. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, puisque nous sommes un pays à très grande majorité chrétien, même si le nombre de pratiquants diminue. Mais à un moment donné, c'est pas en multipliant par 10 ou par 100 les effectifs qu'on réduira le risque par 10 ou par 100. On parviendra à l'atténuer, mais aujourd'hui, même si c'est extrêmement désagréable de vivre avec de manière récurrente ce genre de menaces, on a quand même un niveau de sécurité qui est assez élevé. Je crois qu'il faut savoir le reconnaître. Éric Denessé, pour conclure, il y a le procès des attentats de Nice qui arrive à la rentrée. Ça va être un contexte particulier où il va falloir être très vigilant, encore plus peut-être. Oui, bien sûr, parce que c'est à la fois une date et un lieu où il peut se passer des choses, mais je crois qu'il ne faut pas non plus se focaliser sur les événements qui représentent des symboles, parce que, bien sûr, les terroristes sont tentés de faire quelque chose, mais les forces de l'ordre, dès lors qu'il y a un symbole à la fois
des raisons de sécurité, mais aussi pour des raisons politiques, on va renforcer la sécurité. Généralement, la surprise vient toujours là où on ne l'attend pas. Éric Denessey, je rappelle, politologue, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Alexandre Meyer, rédacteur en chef du magazine L'Invisible. Un grand merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour débattre ce matin sur Sud Radio. Et à la question, vous sentez-vous toujours protégé en cas d'attaque terroriste sur le sol français? C'est la question qu'on vous posait ce matin. Vous êtes 91% à nous répondre non, 5% oui, et Inspecteur 71 nous dit la question est mal formulée. Il aurait fallu demander si un jour les Français se sont sentis en sécurité dans leur pays. Oui, effectivement, ça sera une question qu'on posera, mais en tout cas, Éric Denessey nous le disait, effectivement, les moyens sont mis tout de même pour éviter un grand nombre d'attentats, puisqu'il y a aussi, il faut le dire, des attentats qui étaient prévus, qui étaient programmés et qui ont été stoppés, justement, déjoués. Il y en a beaucoup, effectivement, c'est important aussi de le dire également. Merci pour vos réactions et vos commentaires.